Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici pour vous les titres. Elle désigne l'état de ce qui n'est pas salubre, ce qui est nuisible à la santé. L'insalubrité conduit à la pollution et est souvent source de plusieurs maladies. La population a donné son avis sur le sujet. Vous le verrez dans ce journal. Un sommet financier s'est tenu à Paris la semaine dernière afin de lutter contre les changements climatiques dans les pays vulnérables. Des militants écologiques jugent ce sommet inefficace. Les précisions dans un instant. Et puis au Kenya, les débris de sachets plastiques sont transformés en objets de décoration par la population. C'était tout pour les titres. À présent, le journal. L'insalubrité désigne l'ensemble des conditions déplorables dans un lieu donné et qui menacent la santé publique. Elle est causée par la pollution de l'air, de l'eau, des sols et à l'exposition des substances chimiques. La population a donné son avis sur le sujet à notre équipe de reportage suivant. L'insalubrité, c'est la pollution de l'environnement. La cause, c'est nous-mêmes. Nous sommes cause de la pollution de notre environnement. Par exemple, on jette les déchets partout dans l'environnement. On n'entretient pas l'environnement en fait. Que d'entretenir son environnement, que c'est nécessaire. En balayant l'environnement, en ramassant les déchets et autres. L'insalubrité, c'est quand nous ne prenons pas soin de l'environnement autour de nous et ça finit par nous causer des maladies. Je pense que c'est le manque d'attention et les gens ne connaissent pas vraiment les types de problèmes que cela peut amener sur l'environnement. Pour lutter contre l'insalubrité, il faut une sensibilisation sur le sujet et essayer de faire comprendre à la population l'importance de protéger l'environnement et prendre conscience des inconvénients de vivre dans un mauvais environnement causé par l'insalubrité. Ce qui serait de leur parler des conséquences sur le point financier de l'insalubrité, car vivre dans un environnement malsain peut nous rendre malades et nous finirons par dépenser encore plus d'argent à l'hôpital. Mon fort message pour la population est de prendre l'initiative de faire des recherches sur les choses autour de nous qui peuvent nuire à notre santé et causer autre chose et prendre l'initiative d'y penser car cela n'affecte pas qu'une seule personne mais cela affecte tout le monde. Je pense que l'insalubrité, c'est quand notre environnement est dans un état qui peut nuire à la santé. Elle est causée par le manque d'attention que les gens donnent à l'environnement et la négligence de notre responsabilité pour la nature. En conséquence, nous souffrons des problèmes de santé et des problèmes environnementaux. Je pense qu'il y a des gens qui ne pensent pas vraiment que l'insalubrité est un vrai problème. Si nous sensibilisons la population sur ce sujet, nous pourrons le combattre et informer la population sur ces dangers. Trouver des solutions est important, mais il est plus important de prendre action, car beaucoup trouvent des solutions sur le réchauffement climatique. Pourtant, il y a plus de solutions que d'actions prises contre ces problèmes. Selon moi, l'insalubrité, ce sont des saletés. C'est bon que nous-mêmes les humains, nous essayons de faire pour polir l'environnement. Je donne un exemple. Par exemple, le fait de jeter les ordures partout, ou bien le fait de jeter les eaux sales partout. Bon, pour lutter contre l'insalubrité dans l'environnement, si nous voyons bien partout, il y a certains lieux où on dépose des poubelles. Au cas où il n'y a pas de poubelles, on a aussi des voitures qui ramassent les poubelles. Une fois que nous stockons, nous devons essayer de stocker les déchets à notre devanture pour que ces voitures ou bien ces personnes viennent les chercher, pour qu'ils aillent jeter ça là où ils jettent eux-mêmes ça, que ça ne peut pas causer tort sur la santé des humains. Bon, ce que j'aimerais dire à la population,
pour notre propre santé, pour que nous-mêmes nous soyons en bonne santé, nous devons essayer de garder notre environnement propre. En quoi faisant, je l'avais dit, en essayant de bien arranger notre environnement et même de ne pas jeter les ordures ou bien les déchets partout. L'insalubrité, c'est à peu près le fait de jeter les sachets sur les rues et des ordures, et ne pas protéger les rues, c'est-à-dire jeter les sachets, des ordures, n'importe quoi dans les rues. Et éviter ces genres de comportement, de jeter les sachets, les ordures dans les rues. Même prenez garde de mettre, après avoir bu un peu à terre, mettre le sachet dans une poubelle, mettre les ordures. Ou bien en passant, si toi-même tu vois que la rue est un peu vilain à voir, tu peux te permettre de ramasser certaines choses. S'il y a une poubelle à côté, tu mets ça dedans. De placer les poubelles à côté des rues, c'est à peu près ce qu'on peut faire pour lutter contre l'insalubrité. Bon, selon moi, l'insalubrité, ce sont des ordures qu'on retrouve un peu de partout, surtout dans des bidonvilles, des ordures qui sont hors des bacs à ordures, quoi. Ce qui cause ces insalubrités, on va retrouver beaucoup de déchets plastiques. On a des déchets plastiques que nous utilisons, surtout ici en Afrique de l'Ouest, nous utilisons des déchets plastiques non biodégradables. Par contre, si nous avons des plastiques, des sachets bien sûr fabriqués en biodégradables, c'est facile que ça se dégrade facilement et puis ça peut disparaître avec les gouttes de pluie, quoi. Pour lutter contre l'insalubrité, bien sûr, on peut placer des bacs à ordures de partout, y compris des bidonvilles, parce que moi, le constat que je fais, c'est que on s'occupe beaucoup plus des zones administratives et on oublie les bidonvilles. Par contre, si même dans des bidonvilles, on place des bacs à ordures, on va pouvoir lutter contre l'insalubrité. Le message fort pour moi, c'est que nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte afin que nous puissions lutter contre l'insalubrité. Ça veut dire, je peux balayer devant chez moi, je vois que chez le voisin c'est sale, je peux aussi balayer chez le voisin. C'est mon message. Bon, je me nomme Minjos Roland. Ah, merci. La protection de l'environnement passe également par le bon choix des outils que nous utilisons, notamment les sacs biodégradables. Ces sacs polluent moins l'environnement et protègent la nature et les êtres humains. L'importance des sacs biodégradables dans la protection de l'environnement, c'est dans ce reportage suivant. Les sacs biodégradables se décomposent totalement sous l'action de la lumière et de la chaleur et ne produisent aucun effet toxique sur la vie des populations. Depuis quelques années, le monde est confronté aux conséquences du réchauffement climatique causé par l'utilisation excessive des sachets plastiques. Au Togo, pour aider la population à lutter contre le changement climatique et maintenir la propreté, Nino Baron a opté pour la production des sacs biodégradables et recyclables. Nous avons pris l'initiative et le choix de faire ce genre de sacs parce que on trouve que les sachets noirs et autres là ont des effets néfastes sur notre environnement, alors que les sachets ou bien les sacs en carton, je pense que même après leur première utilisation, ils sont encore serviables à faire des trucs. C'est très coûteux par rapport aux sachets autres là, parce que bon, on a pris des matériaux pour pouvoir faire les sacs là, c'est un peu cher, mais bon, actuellement nous avons des partenaires, ce qui fait que nos prix sont vraiment très bas, et puis tout le monde peut procurer de ce genre de sacs facilement. Ce qui est bien, les premiers clients qui viennent, c'est eux-mêmes qui nous cherchent encore d'autres clients, et en même temps, les consommateurs de ces clients, eux aussi viennent chez nous pour pouvoir en avoir plus d'informations et payer pour leurs activités. Sur le marché, certains commerçants choisissent d'utiliser les sacs biodégradables pour emballer les produits de leurs clients. Cela permet de protéger le client en même temps que l'environnement. Nous avons fait ce choix parce que ça rend très classe la vente de nos diverses choses. Si les clients prennent ces sacs,
ils sont fiers, quoi. Ils se sentent bien dans leur peau plutôt que les sachets. Nous tous, nous voulons apporter notre pierre, quoi. Genre, nous voulons faire en sorte que l'environnement se sente bien, tout. Donc, lorsque nous avons écouté, le monsieur nous a dit que ce sont des sacs biodégradables. Nous avons opté pour ce genre de sacs. J'ai opté pour les sacs biodégradables parce que ça aide à protéger l'environnement. Ça évite la pollution de l'environnement parce que les sacs sont faits en carton et c'est biodégradable. Ça se dégrade vite, ça évite les pollutions. Contrairement aux sachets qui sont là, qui durent, ne dégradent pas, ça pollue l'environnement. En plus, c'est à moins de coût, ça aide beaucoup. Contrairement aux autres packaging personnalisés, tout ça, c'est joli, présentable et en même temps, ça nous aide à protéger l'environnement. En plus de son importance dans la protection de l'environnement, le sac biodégradable ne manque pas d'offrir au client l'élégance dont il a besoin. Déjà, c'est un sac bien présentable par rapport au sachet noir. Ça, c'est déjà classe, c'est joli dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est une belle initiative dans le sens où c'est aussi notre aide à apporter à l'environnement. C'est une opportunité pour nous de faire du bien à l'environnement. Privilégier les sacs biodégradables, c'est mieux que d'utiliser les sacs en plastique. Plusieurs avantages rentrent dans la politique d'utilisation des sacs biodégradables. Cela contribue à notre santé et à la protection de l'environnement. La contribution de tous pour un Togo propre et sans maladie dépend de tous et de chacun. Le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a reçu une invitation de la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU de la part de son homologue émirati, son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La COP28 se déroulera du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette conférence internationale réunira les pays signataires de la Convention cadre sur les changements climatiques ainsi que les acteurs et actrices du climat. Pour la COP28, le président émirati a déclaré souhaiter mettre sur le premier bilan mondial la transition énergétique et la solidarité entre les pays du Nord et du Sud. Le sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial s'est tenu les 22 et 23 juin dernier. L'objectif de ce sommet est de créer un choc financement en faveur des pays les plus vulnérables au changement climatique. En marge de ce sommet, des militants se sont rassemblés pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Irène Papadina pour le commentaire. Les militants de plusieurs ONG, dont Glasgow Action Team et 350 organisations, ont déployé une banderole devant la Tour Eiffel en France pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Ce qui nous met en colère, pas qu'à la veille du sommet, c'est que des entreprises comme Total Energy, Exxon ou Shell continuent de battre des records de profit chaque année, alors que ça fait 50 ans qu'ils connaissent l'impact de leurs activités sur le climat et sur la biodiversité. L'accès au financement est jugé difficile par les pays africains, alors que leurs besoins sont immenses pour affronter les canicules, la sécheresse et les inondations. Des chefs d'État, des responsables financiers et des militants du monde entier se réunissent depuis hier à Paris pour trouver les moyens de réformer les banques de développement mondial comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces réformes visent à faire face au réchauffement climatique et à prendre en compte son impact dans les décisions de prêt. Si la restructuration de la dette et la réduction de la pauvreté font partie des sujets débattus lors du sommet, le climat en sera le principal moteur. Les représentants des pays en développement d'Afrique et d'Asie occupent une place de choix à la table des négociations. Dans le cadre du sommet de Paris, l'ONG CCFD Tel Solidaire, la première ONG française de solidarité internationale, dénonce ce sommet inefficace. Pour ces écologistes, ce sommet est une fausse solution au marché carbone. Suivons. D'après le document publié par l'Organisation de la société civile, le sommet de Paris ignore les enjeux majeurs de la réforme de l'architecture économique mondiale pour permettre aux pays du Sud de collecter des ressources.
La première ONG de solidarité internationale estime qu'à ce jour, il reste très incertain que les marchés carbone volontaires génèrent réellement des revenus pour les pays du Sud. Or, ils sont régulièrement accompagnés de violations de droits humains et ne contribuent pas réellement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le cas des travaux préparatoires au sommet, différents types de marchés ont été discutés en lien avec leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leur capacité à générer les flux financiers vers les pays du Sud. De plus, le sommet de juin semble promouvoir une vision des marchés carbone volontaires dangereuse et erronée quant à leur rôle dans la réduction des émissions et de financement pour les pays du Sud. Alors que ces marchés sont de plus en plus importants, ils ne sont pas encadrés par les pouvoirs publics et la grande majorité des acheteurs des crédits carbone viennent du secteur privé. Ces crédits sont ensuite achetés par des entreprises fortement émettrices qui prétendent avoir compensé une partie de leurs émissions de gaz à effet de serre. Restons toujours en France, le président Emmanuel Macron a présenté un plan de 2,2 milliards d'euros pour encourager le développement d'un avion zéro émission. Ce plan a pour ambition une aviation plus durable et moins polluante. Il a été présenté le 16 juin, 3 jours avant l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget. Suivons ce commentaire pour plus de précision. L'avion est un moyen de transport très polluant. Selon le ministère français de la Transition écologique, un avion émet entre 73 et 254 grammes d'équivalent du dioxyde de carbone par passage. L'effet le plus nocif lié à l'avion est la pollution aux particules fines. Les émissions des avions sont responsables d'environ 16 000 décès prématurés dus à une mauvaise qualité de l'air chaque année. Pour éviter ces effets néfastes des avions, le président Emmanuel Macron préconise les aviations plus vertes. Un plan qui consiste à tripler les efforts de l'État sur la période de 2024-2030, soit 300 millions d'euros par an en faveur de la conception de moteurs et design d'avions plus économes en carburant. Cela suppose notamment d'alléger les avions par des nouveaux matériaux composites ainsi que des nouvelles architectures d'appareils. Parallèlement, l'État va investir 200 millions d'euros dans le développement de biocarburants aériens en France avec l'objectif d'en produire 500 000 tonnes par an à l'horizon 2030. Selon l'Air Transport Action Group, une coalition d'entreprises du secteur aérien, 53% de l'effort nécessaire pour rendre l'aviation plus durable repose sur l'utilisation de biocarburants. Produire à partir de biomasse, ces carburants durables sont utilisables directement dans les avions actuels, certifiés pour accepter des mélanges à 50% dans le kérosène fossile et 100% d'ici à 2030 d'après les promesses des industriels. Sur l'ensemble de leur cycle d'utilisation, ils peuvent réduire les émissions du dioxyde de carbone de 80% par rapport au kérosène. De la pollution à l'art, c'est possible et ça se passe au Kenya. Une grande quantité de débris de sachets sont ramassés par des volontaires tout au long de la plage. Ces débris sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques multicolores servant à confectionner des objets de décoration. C'est une initiative qui permet de lutter contre la pollution plastique. Irène Papadino pour le commentaire. D'énormes quantités de tongs, des bouchons de bouteilles, des brosses à dents et des emballages de bonbons sont régulièrement ramassés sur les plages kenyanes par des volontaires. Charriés par les rivières et par les vagues, ces plastiques menacent la stabilité écologique de plusieurs pays africains. L'entreprise kenyane Ocean Sol s'est lancée dans le recyclage de ces débris de plastique. 750 000 tonnes sont transformées par an, ce qui permet de créer une centaine d'emplois à plein temps. Envoyés dans un atelier à Nairobi, les sandales y sont ensuite nettoyées puis collées pour constituer des plaques multicolores. Des dizaines d'artisans les sculptent ensuite avec brio en divers objets, dont des animaux petits ou grands. Ces tongs ne proviennent pas uniquement des plages, mais aussi des rivières et des caniveaux des bidonvilles de Nairobi. Pour les plus grandes pièces comme les éléphants ou des girafes d'environ 2 mètres, ils sont vendus à plusieurs centaines de dollars.
Le polystyrène, extrait de vieux réfrigérateurs, est également utilisé. Mais l'entreprise fait face à une marée de plastique qui s'accumule sur les côtes. La Tunisie expérimente des stations solaires flottantes. Ce programme s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de ce pays de produire 35% de l'électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2030. Avec l'expertise du groupe français CAIR, spécialisé dans les énergies renouvelables, ces stations solaires flottantes sont une première sur le continent africain. Suivons ce commentaire de Viva Samona pour les détails. Sur une lagune en Tunisie, l'on aperçoit des panneaux solaires qui flottent sur l'eau. Cette station solaire flottante de 200 kW est une première en Afrique et également un prototype avant une possible expansion sur le reste du territoire. Cela présente des avantages doubles. Quand on l'a commencé à l'époque, c'était le premier projet en Afrique pour une centrale PV flottante, donc dans l'eau. Et l'originalité de ce projet, évidemment, c'est d'utiliser des plans d'eau au lieu d'utiliser des terrains qui peuvent être utilisés pour d'autres applications comme l'agriculture ou l'urbanisme. Des stations flottantes permettent de réduire l'évaporation de l'eau dans ce pays qui fait face à une crise liée à l'eau. Leur emplacement sur l'eau permet également de refroidir les réservoirs. Le solaire flottant, d'abord, permet, quand on l'installe sur un plan d'eau, de réduire l'évaporation de l'eau. Donc cette évaporation de l'eau dans des pays comme la Tunisie, on est en stress hydrique, ça permet dans les barrages certainement de réduire et de garder plus les réserves d'eau que quand il n'y a pas de panneaux. De par sa situation géographique en bordure de la Méditerranée avec une bonne exposition au soleil, la Tunisie est bien placée pour une production d'énergie propre pour son territoire et pour une exportation vers les pays européens. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de soleil en Tunisie et ce n'est pas comme dans d'autres endroits à l'image du Golfe. Les panneaux solaires ont les caractéristiques qui vont avec et l'ensoleillement est bon et nous pouvons l'exploiter. Alors pourquoi ne pas laisser tout le monde installer des panneaux solaires? Le domaine se développe et je pense que l'initiative se poursuivra. La Tunisie s'inscrit également, comme plusieurs pays africains, à l'instar du Maroc et de l'Afrique du Sud, dans la production d'énergie renouvelable. Son ambition est de produire plus de 35% de l'énergie propre à partir d'énergies renouvelables en 2030. Notons que toutes ces actions contribuent également à la lutte contre le changement climatique auquel le continent africain est confronté depuis quelques années. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis très fidèlement sur Green TV International.